L'hiver 1944 enveloppe la forêt de Hurtgen d'un silence mortel. Sous les branches givrées et les filets de camouflage, le Feldwebel Otto Schneider, 36 ans, se tient dans ce que la Wehrmacht appelle fièrement une position défensive renforcée. Autour de lui, 10 à 8 conscrits à peine sortis de l'adolescence se serrent autour d'un petit poêle, leur respiration formant des nuages blancs dans l'air glacial. Les murs du bunker sont épais, 60 cm de rondins empilés, puis de la terre, puis encore du bois. Les ingénieurs avaient juré que c'était mieux que le béton. Le bois absorbe les chocs, avait-il dit avec assurance. Le béton se brise. Otto n'en est plus si certain. Il a vu la puissance américaine, leur convoi sans fin, leur artillerie qui ne manque jamais de munitions, leur supériorité aérienne qui transforme le jour en cauchemar. Mais ce soir-là, un rapport d'intelligence descend la chaîne de commandement. Les Américains utilisent une nouvelle arme, des munitions incendiaires à fragmentation. Désignation M69. Effet combustion soutenue. Contre-mesures recommandées. Éviter les structures en bois. Otto froisse le papier entre ses doigts tremblants. Éviter les structures en bois. Il regarde autour de lui. Chaque poutre, chaque mur, chaque sepour, tout est en bois. Ils sont assis dans un piège, et l'ennemi vient d'apporter les allumettes. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. 8 mois plus tôt, quelque part au Nouveau-Mexique, le docteur Raymond Foster observe depuis une tour le village allemand fictif qui brûle en contrebas. Les structures, construites avec une précision minutieuse pour reproduire l'architecture résidentielle typique, sont englouties par les flammes. Test conclu. Annonce. Un technicien. Efficacité du M69, 81%. Foster prend des notes méthodiquement. La bombe incendiaire M69 est une merveille d'ingénierie destructrice, hexagonale, compacte, remplie de 2,8 livres de napalm. Larguée depuis des conteneurs à fragmentation en altitude, chaque bombette pénètre les structures légères, puis éjecte son contenu en un jet d'essence gélifiée qui colle à tout et brûle à plus de 1000 degrés Fahrenheit. Mais les tests sur le village allemand ne sont que le début. Apportez les structures japonaises, ordonne Foster. Une nouvelle section du terrain d'essai apparaît. Maison en bois, avec écran de papier, toit de tuiles, rues étroites densément construites. Le genre d'architecture qu'on trouve à Tokyo, Osaka, Nagoya. Il largue les M69. En quelques minutes, tout le village fictif est en feu. Les flammes sautent d'un bâtiment à l'autre, traversant les rues, consumant tout. Les structures en bois ne brûlent pas simplement, elles se vaporisent. « Mon Dieu !» murmure quelqu'un. Foster nettoie ses lunettes lentement. « Résultat ?» demande-t-il. « 93% d'efficacité, destruction structurelle complète en moins de 20 minutes. » Il hoche la tête. Le M69 n'est pas qu'une bombe. C'est un tueur de ville. Mais il y a une découverte secondaire dans les données, celle qui attire son attention. Les tests montrent que les structures défensives en bois, particulièrement les bunkers et fortifications, sont catastrophiquement vulnérables. Le bois absorbe le napalm comme une éponge. Une fois enflammé, le feu se propage à travers les poutres de soutien, transformant les abris en fours. Qu'en est-il des positions défensives allemandes ? Demande Foster. Les rapports d'intelligence indiquent qu'ils construisent des bunkers en bois dans les Ardennes et à Hurtgen. Le technicien sort des photographies de reconnaissance montrant d'élaborées fortifications en bois cachées sous la canopée forestière. Foster les étudie attentivement. Si nous déployons les M69, commence-t-il. Ils brûleront vivants, termine le technicien. Foster ne dit rien. Il écrit simplement dans son rapport. Recommande le déploiement contre les fortifications en bois. Taux de pertes attendu. Catastrophique. L'ordre remonte la chaîne. 3 semaines plus tard, ils redescendent avec un seul mot tamponné en rouge. Approuvé. Décembre 1944. Forêt de Hurtgen. Otto Schneider les entend avant de les voir. Le grondement sourd et bas des bombardiers lourds. Bdixept. Peu. Être des B-24. Haute altitude. Intouchables. À couvert, crie-t-il.
Les jeunes soldats se précipitent dans le bunker, tirant le filet de camouflage. Dehors, la forêt est silencieuse à l'exception du rugissement croissant des moteurs. Puis les premiers conteneurs à fragmentation tombent. Ils ne sonnent pas comme des bombes ordinaires. Pas de descente sifflante, pas d'explosion massive unique. Au lieu de cela, il y a une série de claquements secs. Les conteneurs s'ouvrant à 2500 pieds d'altitude, libérant leur charge de 38 bombettes, M69 chacun. Les bombettes tombent comme la pluie. Otto observe à travers une mince fente d'observation la première qui frappe un bunker voisin. Elle perce le toit en bois, disparaissant à l'intérieur. 3 secondes plus tard, le bunker explose en flammes. Non pas une explosion, mais un épanouissement soudain et violent de feu qui jaillit par chaque ouverture. « Scheiße !» hurle Klaus. « Qu'est-ce que c'est ?» D'autres bombettes tombent. Elles perçant les toits, les murs, les portes. Partout où elles atterrissent, le feu suit. Collant, adhérent, impossible à éteindre. Le napalm se vaporise sur les poutres en bois, s'infiltre dans les murs de terre, dégouline sur les caisses de munitions. En quelques secondes, tout. Le réseau de bunkers brûle. L'esprit d'Otto s'emballe. L'eau ne fonctionnera pas. Le napalm flotte sur l'eau. L'étouffement ne fonctionnera pas. Il y en a trop. Ça se propage trop vite. La seule option est d'évacuer. Sortez. Tout le monde dehors. Ils jaillissent du bunker dans la forêt, trébuchant dans la neige, toussant à cause de la fumée. Derrière eux, les fortifications en bois s'effondrent vers l'intérieur, consumées par des flammes qui atteignent 30 pieds de haut. Les hommes qui n'ont pas réussi à s'échapper à temps hurlent depuis l'intérieur des bunkers en feu. Le son est inhumain, brut, primal, le son de la chair rencontrant le feu. Klaus vomit dans la neige. Otto l'attrape par le col. « Bouge! Si on reste ici, on meurt !» Ils courent à travers la forêt tandis que les bombes continuent de tomber. Les arbres s'enflamment comme des torches. La neige elle-même semble fumer de la chaleur. Après 20 minutes, le bombardement s'arrête. La forêt est méconnaissable. Une terre désolée noircie de rondins fumants et de cendres. Sur les 90 hommes stationnés dans ce secteur, seulement 23 ont survécu. 1965. Düsseldorf, Allemagne. Otto Schneider, 61 ans maintenant, professeur retraité, se tient dans un musée devant une vitrine. À l'intérieur repose une bombette M69, rouillée, inoffensive, montée sur une plaque à côté de photographies de forêts brûlées et de villes détruites. La pancarte indique « Bombette incendiaire américaine M69 », utilisée massivement dans les campagnes de bombardement stratégique 1944 à 1945, responsable de la destruction généralisée de structures en bois. Otto touche le verre d'un doigt. Un jeune couple s'approche de l'exposition. « Pourquoi construirait-il des bunkers en bois ?» demande la femme. Son compagnon hausse les épaules. Désespoir, peut, être, ou stupidité. Otto veut les corriger. Expliquer que ce n'était pas de la stupidité, c'était de la foi. Foi en des leaders qui mentaient, en des systèmes qui échouaient, en des promesses qui se transformaient en cendres. Mais il ne dit rien. Il s'éloigne simplement, laissant le musée derrière lui, portant le poids de la mémoire comme une seconde peau. Dehors, le soleil brille. La ville est reconstruite. La vie continue. Mais quelque part au fond de la forêt de Hürgen, les cicatrices noires demeurent, témoins silencieux de la nuit où le feu tomba du ciel, et où les forteresses en bois devinrent des bûchers funéraires. Quelque part au Nouveau-Mexique, 8 mois plus tôt, le docteur Raymond Foster se tenait dans la tour d'observation du terrain d'essai de Dugway, observant en contrebas un village allemand fictif qui brûlait. Les structures, répliques parfaites de bâtiments résidentiels typiques, avaient été construites avec une précision minutieuse et méticuleuse. Maintenant, elles étaient englouties par les flammes, consumées par un feu qui transformait des mois de travail en cendres en quelques minutes à peine. La fumée noire s'élevait en colonnes épaisses vers le ciel du désert, créant un spectacle à la fois fascinant et terrifiant. Un technicien, consultant ses instruments de mesure avec attention, annonça d'une voix neutre et professionnelle. Test conclu. Taux d'efficacité du M69, 81%. Faust griffonna des notes dans son carnet, ses lunettes glissant légèrement sur son nez,
tandis qu'il documentait chaque détail observable. La bombette incendiaire M69 était une véritable merveille d'ingénierie destructrice, un chef-d'œuvre de mort scientifique. Hexagonale pour optimiser l'empilement dans les conteneurs, compacte pour maximiser la charge utile, remplie de 2,8 livres de napalm, cette substance gélifiée qui collait à tout ce qu'elle touchait. Lorsqu'elle était larguée depuis des conteneurs à fragmentation en altitude, chaque bombette pénétrait les structures légères grâce à son poids et sa vélocité, puis éjectait son contenu mortel en un jet d'essence gélifiée qui adhérait à tout et brûlait à plus de 1000 degrés Fahrenheit pendant 8 à 20 minutes sans interruption. La chaleur était si intense qu'elle pouvait faire fondre le métal, vaporiser l'eau et transformer les eaux en poussière. Mais les tests sur le village allemand ne constituaient que le début d'une expérimentation bien plus vaste et ambitieuse. Foster, essuyant la sueur de son front dans la chaleur écrasante du désert, ordonna d'une voix calme mais déterminée. Apportez les structures japonaises. Une nouvelle section du terrain d'essai entra alors dans son champ de vision, révélant un spectacle étrangement paisible avant la destruction imminente. Des maisons en bois avec des écrans de papier délicats, des toits de tuiles soigneusement disposés, des rues étroites densément construites les unes contre les autres, reproduisant fidèlement le genre d'architecture résidentielle qu'on trouvait dans les grandes villes japonaises comme Tokyo, Osaka et Nagoya. Les ingénieurs avaient même recréé les petits détails. Les lanternes de papier, les jardins miniatures, les passerelles en bois entre les bâtiments. C'était une ville fantôme, construite uniquement pour être détruite, un sacrifice nécessaire sur l'autel de la connaissance militaire. Les techniciens procédèrent au largage des M69, les conteneurs s'ouvrant en altitude et libérant leur charge mortelle de 38 bombettes par conteneur. En quelques minutes seulement, tout le village fictif était embrasé dans un enfer vivant. Le feu se propageait d'un bâtiment à l'autre avec une vitesse alarmante, sautant par-dessus les rues comme un prédateur affamé, consumant absolument tout sur son passage sans distinction ni pitié. Les structures en bois ne brûlaient pas. Simplement, elles se vaporisaient littéralement, se transformant en fumée et en cendres, avec une rapidité qui défiait l'imagination et glaçait le sang de ceux qui observaient. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un dans la tour d'observation, sa voix tremblante trahissant l'horreur de ce qu'il venait de créer et de tester. Foster retira lentement ses lunettes et les nettoya méthodiquement avec un mouchoir, un geste machinal qu'il effectuait toujours quand il avait besoin de quelques secondes pour réfléchir et digérer ce qu'il venait de voir. Ses mains ne tremblaient pas, mais son esprit tournait à pleine vitesse, calculant, analysant, comprenant les implications terrifiantes de ce qu'ils avaient accompli. Résultat des tests, demanda-t-il d'une voix égale, refusant de laisser transparaître ses émotions. Le technicien consulta ses notes et répondit avec la précision froide d'un scientifique. 93% d'efficacité. Destruction structurelle complète en moins de 20 minutes. Propagation du feu, exponentielle, température maximale atteinte, 1200 degrés Fahrenheit. Aucune structure n'a survécu. Foster hocha lentement la tête, assimilant ces chiffres qui signifiaient bien plus que de simples statistiques. Le M69 n'était pas qu'une simple bombe parmi tant d'autres dans l'arsenal américain. C'était un tueur de ville, une arme capable de rayer de la carte des quartiers entiers, des communautés entières, des vies entières en quelques minutes d'horreur absolue. Mais il y avait une découverte secondaire dans les données collectées, une observation qui attira particulièrement l'attention de Foster, et qui allait avoir des conséquences majeures pour la suite de la guerre. Les tests montraient sans équivoque que les structures défensives en bois, particulièrement les bunkers et les fortifications que les Allemands construisaient en masse sur le front occidental, étaient catastrophiquement vulnérables au napalm. Le bois absorbait le gel incendiaire comme une éponge absorbe l'eau, et une fois enflammé, le feu se propageait rapidement à travers les poutres de soutien, les cloisons, les planchers, transformant littéralement les abris censés protéger les soldats en fours crématoires dont personne ne pouvait s'échapper. « Qu'en est-il des positions défensives allemandes ?» demanda Foster avec un intérêt croissant, se penchant vers le technicien. Les rapports d'intelligence indiquent qu'ils construisent massivement des bunkers en bois dans les Ardennes et dans la forêt de Hürtgen. Ils pensent que le bois est supérieur au béton parce qu'il absorbe mieux les chocs des obus d'artillerie.
Le technicien sortit plusieurs photographies de reconnaissance aérienne, des images granuleuses en noir et blanc montrant d'élaborées fortifications en bois dissimulées sous l'épaisse canopée forestière. On pouvait distinguer les réseaux de tranchées, les bunkers interconnectés, les postes d'observation camouflés. C'était une défense impressionnante, le fruit de mois de travail et d'ingénierie militaire allemande. Foster étudia les photographies avec une attention minutieuse, son cerveau scientifique calculant déjà les angles d'attaque, les zones de vulnérabilité maximale, les effets probables du déploiement du M69 contre ces cibles spécifiques. Si nous déployons les M69 la Pambasse, commença-t-il lentement, laissant sa phrase en suspens. Ils brûleront vivants, termina le technicien d'une voix blanche, comprenant immédiatement les implications horribles de cette tactique. Foster ne dit rien pendant un long moment, le silence pesant lourdement dans la tour d'observation, tandis que les dernières flammes du village japonais fictif mouraient lentement en contrebas. Il pensa aux soldats allemands, jeunes hommes comme ceux de son propre pays, qui se terraient dans ces bunkers en bois, convaincus d'être en sécurité, ne sachant pas que leurs abris étaient en réalité des pièges mortels en attente. Mais la guerre n'avait pas de place pour la sentimentalité ou les doutes moraux. Il avait un travail à accomplir, des ordres à suivre, une nation à protéger. Il écrivit simplement dans son rapport, d'une écriture nette et claire. Recommande le déploiement contre les fortifications en bois. Taux de pertes attendus. Catastrophique. Efficacité stratégique. Maximale. Contre-mesures ennemies. Aucune connue. L'ordre remonta la chaîne de commandement, passant de bureau en bureau, de général en général, chacun apposant sa signature et son approbation. 3 semaines plus tard, le document redescendit avec un seul mot tamponné en rouge, en lettres capitales qui scellaient le destin de milliers d'hommes. Approuvé. La science avait créé le feu parfait, et maintenant la guerre allait l'utiliser. Forêt de Hürtgen, décembre 1944. Otto Schneider les entendit avant de les voir, ce grondement sourd et bas des bombardiers lourds qui approchaient inexorablement, comme le tonnerre annonçant l'orage mortel qui allait s'abattre sur eux. Des Bdix-7 peut être des B-24, volant à haute altitude, complètement intouchables par la défense antiaérienne allemande, déjà affaiblie et dépassée par la supériorité aérienne alliée écrasante. Le son se rapprochait de seconde en seconde, emplissant l'air glacial de la forêt d'une vibration sourde qui faisait trembler les aiguilles de pine gelées sur les branches au-dessus d'eux. À couvert, hurla-t-il de toute la force de ses poumons, sa voix résonnant entre les arbres enneigés. Les jeunes soldats se précipitèrent dans le bunker en bois comme des lapins effrayés fuyant le renard, tirant frénétiquement le filet de camouflage pour fermer l'entrée derrière eux, leurs mains tremblant de froid et de peur anticipée. Dehors, la forêt était étrangement silencieuse, à l'exception du peur, rugissement croissant des moteurs qui se rapprochaient inexorablement, un contraste saisissant entre le calme trompeur de la nature et la mort mécanique qui descendait du ciel. Puis les premiers conteneurs à fragmentation tombèrent, perçant le silence comme des coups de marteau sur une enclume. Ils ne produisaient pas le son des bombes ordinaires auxquelles les soldats allemands s'étaient habitués après des années de guerre. Pas de descente sifflante et terrifiante, pas d'explosion massive unique qui faisait trembler la terre. Au lieu de cela, il y avait une série de claquements secs et métalliques, les conteneurs à fragmentation s'ouvrant à 2500 pieds d'altitude, libérant leur charge mortelle de 38 bombettes, M69 chacun, comme des gousses diaboliques dispersant leurs graines de destruction. Les bombettes tombèrent comme une pluie mortelle, des centaines de petits projectiles hexagonaux descendant à travers les branches des pins, sifflant doucement dans l'air froid de décembre. Otto observa à travers l'étroite fente d'observation du bunker, ses yeux écarquillés d'horreur, alors que la première bombette frappait un bunker voisin situé à 50 mètres à peine de leur position. Elle perça le toit en bois comme un couteau traversant du beurre, disparaissant à l'intérieur de la structure avec un bruit sourd et mat. 3 secondes s'écoulèrent, 3 secondes qui semblèrent durer une éternité dans le silence tendu qui suivit l'impact. Puis le bunker explosa littéralement en flammes, non pas une explosion avec un souffle de détonation, mais un épanouissement soudain et violent de feu qui jaillit par chaque ouverture, chaque fissure, chaque interstice de la structure en bois, comme si l'enfer lui-même avait choisi ce bunker particulier pour établir une colonie sur Terre.
Scheiße, hurla Klaus, le jeune soldat de 10 à 8 ans, dont les yeux reflétaient une terreur pure et animale. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix se brisa en un sanglot de panique incontrôlée. Plus de bombettes tombèrent dans un déluge incessant, perçant les toits, les murs, les portes, avec une facilité terrifiante. Partout où elles atterrissaient, le feu suivait immédiatement, un feu collant, adhérent, absolument impossible à éteindre par quelque moyen que ce soit. Le napalm se vaporisait en un jet visqueux à travers les poutres en bois, s'infiltrait profondément dans les murs de terre, dégoulinait sur les caisses de munitions et les sacs de provisions, transformant chaque objet en combustible potentiel. En quelques secondes seulement, tout le réseau interconnecté de bunkers était en feu, une constellation de points de feu qui se propageait et fusionnait en un enfer continu. L'esprit d'Otto s'emballa, cherchant désespérément une solution, une échappatoire, un moyen de sauver ses hommes. L'eau ne fonctionnerait pas, il le savait, le napalm flottait sur l'eau et continuait à brûler même immergé. Étouffer les flammes ne fonctionnerait pas non plus, il y en avait bien trop, se propageant beaucoup trop rapidement, consumant l'oxygène lui-même dans sa fureur destructrice. La seule option qui restait était l'évacuation immédiate, abandonner les bunkers qui étaient devenus des pièges mortels plutôt que des abris protecteurs. « Sortez, tout le monde dehors !» hurla Otto avec toute l'autorité de commandement qu'il pouvait rassembler dans cette situation de chaos absolu. Ils jaillirent du bunker comme des diables hors de leur boîte, se précipitant dans la forêt enneigée, trébuchant dans la neige profonde qui atteignait leurs genoux, toussant violemment à cause de la fumée âcre et toxique qui envahissait leurs poumons et brûlait leurs gorges. Derrière eux, les fortifications en bois s'effondraient vers l'intérieur dans un grondement sourd, consumées par des flammes qui atteignaient 30 pieds de hauteur, léchant le ciel sombre de décembre avec des langues oranges et rouges. Les hommes qui n'avaient pas réussi à s'échapper à temps hurlaient depuis l'intérieur des bunkers en feu, leurs cris perçant la nuit comme des accusations contre l'humanité elle-même. Le son était inhumain, brut, primal, viscéral. Le son horrible de la chair humaine rencontrant le feu, se consumant, se désintégrant, dans une agonie incompréhensible. Klaus vomit violemment dans la neige, son corps secoué de spasmes incontrôlables, tandis que son esprit se rebellait contre l'horreur qu'il venait de témoigner. Otto l'attrapa fermement par le col de son uniforme déchiré et noirci. « Bouge! Si on reste ici, on meurt !» rugit-il dans son oreille, le traînant presque de force à travers la neige. Ils coururent à travers la forêt transformée en cauchemar, tandis que les bombes continuaient de tomber sans relâche. Un déluge de feu descendant du ciel comme la colère des dieux antiques. Les arbres centenaires s'enflammaient comme des torches géantes, leurs branches explosant en gerbes d'étincelles. La neige elle-même semblait fumer et se vaporiser instantanément à cause de la chaleur intense qui transformait l'hiver en enfer. Les soldats qui prenaient des coups directs devenaient des torches humaines, courant aveuglément dans toutes les directions avant de s'effondrer dans la neige fondue, leurs silhouettes se tordant dans une danse macabre de mort par le feu. Après 20 minutes qui semblèrent durer des heures entières, le bombardement s'arrêta finalement, laissant derrière lui un silence assourdissant, brisé seulement par le crépitement des flammes mourantes et les gémissements des blessés. La forêt était méconnaissable, transformée en une terre désolée noircie, un paysage lunaire de rondins fumants et de cendres blanches qui recouvraient tout comme un linceul. Des 90 hommes qui avaient été stationnés dans ce secteur forestier le matin même, seulement 23 avaient survécu, émergeant de cet enfer avec des visages noircis, des uniformes brûlés et des âmes à jamais marquées. Otto s'assit lourdement contre un tronc d'arbre calciné, fixant ses mains avec une fascination détachée, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Elles tremblaient de façon incontrôlable, un tremblement qui venait des profondeurs de son être et qu'il ne pouvait pas arrêter même en serrant les poings. Klaus s'agenouilla à côté de lui dans la neige souillée de cendres, des larmes traçant des sillons propres sur son visage couvert de suie. « Pourquoi ne nous ont-ils pas dit ?» sanglota Théil, sa voix brisée par l'émotion et l'incompréhension. « Pourquoi personne ne nous a dit que le bois brûlerait comme ça ?» Otto n'avait aucune réponse à lui donner, aucune parole de réconfort ou d'explication qui pourrait soulager la douleur et la trahison qu'ils ressentaient tous les deux. Parce que la vérité était trop terrible pour être prononcée à voix haute. Quelqu'un avait su. Les ingénieurs qui avaient conçu ces bunkers, les planificateurs qui avaient approuvé les plans,
Les officiers supérieurs qui avaient ordonné leur construction et qui les avaient envoyés s'y terrer, ils avaient su, ou auraient dû savoir, que le bois était une invitation à la mort par le feu. Et malgré cette connaissance, ils les avaient envoyés là de toute façon, sacrifiant des vies humaines sur l'autel de l'incompétence, de l'arrogance ou peu, être simplement du désespoir d'une nation en train de perdre une guerre qu'elle n'aurait jamais dû commencer. Mars 1945, Tokyo. Les mêmes bombettes M69 qui avaient dévasté la forêt de Hurtgen tombaient maintenant sur les villes japonaises, apportant avec elles la même destruction implacable, la même mort par le feu, mais cette fois à une échelle qui dépassait tout ce que l'humanité avait connu jusqu'alors. Ce n'étaient plus des soldats dans des bunkers qui allaient périr, mais des familles entières dans leurs maisons, des communautés entières dans leurs quartiers, une ville entière transformée en brasier vivant. Dans la nuit du 9 mars 1945, 334 superforteresses B-29 survolèrent Tokyo à basse altitude. Leurs ventres métalliques brillant faiblement sous la lune, chaque avion transportant 40 conteneurs à fragmentation, ce qui équivalait à 1520 bombettes M69 par appareil, une charge de mort soigneusement calculée pour maximiser la destruction. Les bombardiers volaient si bas que les habitants pouvaient presque voir les visages des équipages à travers les vitres des cockpits, une proximité terrifiante qui rendait la mort encore plus personnelle, plus immédiate, plus inévitable. Au total, plus de 500 000 bombettes incendiaires tombèrent sur la ville en 3 heures seulement. 3 heures qui transformeraient Tokyo en enfer sur terre, 3 heures qui resteraient gravées dans la mémoire collective japonaise comme la nuit la plus terrible de toute la guerre. Les structures en bois, ces maisons traditionnelles avec leurs cadres en bois, leurs cloisons de papier de riz, leurs tatamis inflammables, ces boutiques familiales transmises de génération en génération, ces temples séculaires qui avaient survécu à des siècles d'histoire, s'enflammèrent instantanément au contact du napalm. Le feu se propagea d'un pâté de maison à l'autre avec une vitesse qui défiant toute tentative d'extinction, sautant par-dessus les canaux qui auraient normalement servi de coupe-feu naturel, consumant des quartiers entiers en quelques minutes, créant une tempête de feu qui générait ses propres vents violents, aspirant l'oxygène et les personnes vers le centre de l'enfer. La chaleur était si intense, si préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à Prébeur. Notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Incroyablement et incompréhensiblement intense, que les canaux eux-mêmes se mirent à bouillir, l'eau se transformant en vapeur brûlante, qui ébouillantait ceux qui tentaient désespérément de s'y réfugier pour échapper aux flammes. Le verre fondit dans les cadres des fenêtres, coulant comme des larmes liquides le long des murs avant de se solidifier en forme bizarre et grotesque. Le métal se déforma sous la chaleur extrême, les poutres d'acier se tordant et s'affaissant comme de la cire molle, les bicyclettes et les ustensiles de cuisine se liquéfiant dans les rues, les gens qui cherchèrent refuge dans les abris souterrains, ces bunkers construits sous les bâtiments et les parcs pour protéger la population civile des bombardements, découvrirent la même vérité horrifiante que les Allemands avaient apprise dans la forêt de Hurtgen quelques mois plus tôt. Les renforts en bois transformaient les abris en crématoires géants. Les flammes descendaient par les escaliers, le napalm coulait par les bouches d'aération, la fumée toxique remplissait les espaces confinés, asphyxiant ceux qui n'étaient pas directement brûlés. Les portes en bois des abris, censées protéger les occupants, devenaient elles-mêmes des sources de feu, piégeant les familles à l'intérieur dans une mort lente et atroce par suffocation ou incinération. Des mères serraient leurs enfants contre elles, sachant qu'il n'y avait aucune échappatoire, aucune issue, aucun espoir. Des personnes âgées priaient pour une fin rapide qui ne venait jamais assez vite. Des jeunes couples qui s'étaient promis un avenir ensemble moururent enlacés, leurs corps carbonisés, retrouvés plus tard, soudés l'un à l'autre par la chaleur. À l'aube, quand les derniers B-29 disparurent dans le ciel matinal et que les flammes commencèrent enfin à s'éteindre faute de matériel combustible, 6 miles carrés de Tokyo avaient été réduits en cendres, une zone de destruction si vaste qu'elle dépassait en superficie de nombreuses villes européennes entières. Plus de 100 000 personnes étaient mortes, un chiffre qui dépassait les pertes combinées des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki qui viendraient plus tard, bien que ces attaques nucléaires recevraient infiniment plus d'attention historique et mémorielle.
Les corps étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient pas tous être identifiés ou même comptés avec précision. Beaucoup avaient été complètement vaporisés par la chaleur extrême, ne laissant derrière eux que des ombres brûlées sur le sol ou les murs, silhouettes fantomatiques marquant les endroits où des êtres humains avaient cessé d'exister. D'autres corps étaient empilés dans les rues, dans les canaux, dans les parcs, créant un paysage de cauchemar qui entrait les survivants pour le reste de leur vie. Et ce ne fut pas le dernier raid, loin de là. L'opération Meeting House, comme les Américains appelaient le bombardement de Tokyo, n'était que le début d'une campagne systématique visant à brûler toutes les grandes villes japonaises une par une, méthodiquement, efficacement, sans pitié ni remords. Osaka fut la suivante, cette ville portuaire animée, transformée en brasier géant, puis Nagoya, centre industriel majeur, ses usines et ses quartiers résidentiels consumés ensemble sans distinction. Kobe, avec son port magnifique et ses quartiers historiques, brûla pendant des jours. Yokohama, deuxième plus grande ville du Japon, disparut sous les flammes en une nuit. Ville après ville brûlait sous le bombardement des M69. Une liste macabre qui s'allongeait de semaine en semaine. Kawasaki, Toyama, Fukuoka, Shizuoka, Kagoshima, chaque nom représentant des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de sans-abri, des millions de vies brisées à jamais. Les bombardiers revenaient, encore et encore, leurs soutes pleines de conteneurs à fragmentation, leurs équipages endurcis par la répétition de la destruction, suivant leurs ordres sans questionnement, parce que c'était la guerre et que la guerre exigeait l'obéissance absolue. L'architecture en bois qui avait défini la culture japonaise pendant des siècles, cette tradition de construction légère et élégante, utilisant le bois, le bambou et le papier, cette esthétique raffinée qui privilégiait l'harmonie avec la nature et la flexibilité face aux tremblements de terre, devint sa plus grande vulnérabilité face à un ennemi qui avait scientifiquement conçu l'arme parfaite pour l'exploiter. Ce qui avait été une force, une adaptation intelligente aux conditions géographiques et climatiques du Japon, se transforma en faiblesse fatale lorsque confronté au napalm. Les temples bouddhistes qui avaient survécu pendant 1000 ans furent réduits en cendres en minutes. Les maisons familiales, transmises sur 7 générations, disparurent en fumée. Les quartiers entiers où des communautés avaient vécu, travaillé et prié ensemble pendant des siècles cessèrent simplement d'exister, effacés de la surface de la terre comme s'ils n'avaient jamais été là. Les Américains avaient trouvé le point faible de la civilisation japonaise et l'avaient exploité avec une efficacité brutale et scientifique, prouvant que dans la guerre moderne, la tradition et la culture ne pouvaient pas résister à la science appliquée de la destruction. Le M69 n'était pas simplement une arme militaire, c'était un instrument de jugement final, une condamnation à mort pour des villes entières, et il accomplissait sa mission avec une efficacité terrifiante qui changerait à jamais la nature de la guerre aérienne. Avril 1945, forêt de Hürtgen. Les soldats américains avançaient à travers la forêt brûlée, marchant prudemment par-dessus des rondins carbonisés et des équipements fondus, leurs bottes s'enfonçant dans une couche de cendres qui avait autrefois été de la neige blanche et immaculée. Le lieutenant James Sullivan menait sa section à travers ce paysage de cauchemar, ce qui restait d'une forêt qui avait été dense et vivante seulement quelques mois auparavant. Maintenant, ce n'était plus qu'un cimetière à ciel ouvert, un monument silencieux à la capacité de l'humanité à transformer la nature elle-même en instrument de mort. Les arbres se dressaient comme des squelettes noirs contre le ciel gris d'avril. Leurs branches cassées tendues vers le ciel comme des bras suppliants, demandant une miséricorde qui n'était jamais venue. La fumée persistait encore dans l'air, une odeur âcre et nauséabonde qui s'accrochait aux uniformes et aux poumons, un mélange de bois brûlé, de chair carbonisée et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable et de profondément perturbant que les hommes ne pouvaient pas nommer, mais qu'ils n'oublieraient jamais. Sullivan s'arrêta devant les restes de ce qui avait été une entrée de bunker, maintenant à peine reconnaissable sous les décombres et la suie. Il donna un coup de pied dans les débris, écartant un morceau de poutre carbonisée qui s'effrita en poussière noire au contact de sa botte. À l'intérieur du bunker effondré, les poutres en bois qui avaient été censées protéger les occupants s'étaient transformées en carbone pur, leur structure moléculaire altérée par une chaleur si intense qu'elle avait fondamentalement changé la nature même du matériau. Des corps,
ou plutôt ceux qu'il en restait, gisaient dans des positions tordues et grotesques, figés dans leurs derniers moments d'agonie inimaginable. Certains étaient recroquevillés en position fétale, cherchant instinctivement une protection qui n'existait pas. D'autres avaient les bras levés au-dessus de leur tête, comme s'ils avaient tenté de se protéger des flammes qui tombaient du plafond. Quelques-uns étaient empilés près de ce qui avait été la sortie, preuve tragique d'une tentative désespérée et futile de s'échapper, avant que le feu ne les consume tous. « Jésus-Christ » marmonna quelqu'un derrière Sullivan, sa voix tremblante trahissant le choc et le dégoût qu'il ressentait. C'était le caporal Miller, un vétéran de Normandie et des Ardennes, un homme qui avait vu sa part de mort et de destruction au cours des 2 dernières années de guerre intensive. Mais même lui, endurci par tant de combats et de carnage, même lui était ébranlé par ce qu'il découvrait dans ses bunkers brûlés. Sullivan avait lui-même vu beaucoup de morts au cours de cette guerre interminable. Il avait vu des hommes déchiquetés par des obus d'artillerie, leurs corps éparpillés sur des centaines de mètres carrés. Il avait vu des camarades fauchés par les mitrailleuses allemandes, tombant en rangées comme du blé sous la faux. Il avait vu des tanks exploser avec leurs équipages à l'intérieur, transformant des hommes vivants en débris méconnaissables en une fraction de seconde. Mais ceci était différent, fondamentalement et profondément différent, d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Ceci était industriel dans son exécution, scientifique dans sa conception et sa mise en œuvre. L'ennemi n'avait pas été tué au sens traditionnel du terme, il n'avait pas été abattu par des balles ou déchiqueté par des explosifs conventionnels. Il avait été incinéré, brûlé vivant dans ce qui était censé être son refuge, sa protection contre la mort violente de la guerre moderne. Un jeune soldat de 2e classe, un garçon nommé Tommy Reeves, qui n'avait que 10 à 9 ans et qui venait d'une petite ville de l'Ohio où rien de plus excitant qu'un rodéo annuel ne se produisait jamais, trouva quelque chose dans les cendres qui recouvraient le sol du bunker comme une neige grise et macabre. Il se pencha, utilisant la crosse de son fusil pour fouiller prudemment dans les débris, et en retira un document froissé et à moitié brûlé, mais encore étonnamment lisible malgré les dommages causés par le feu et la chaleur. « Lieutenant » appela-t-il, sa voix incertaine. « Je crois que vous devriez voir ça. » Il tendit le document à Sullivan, qui le prit délicatement entre ses doigts gantés, examinant les caractères gothiques encore visibles sur le papier jauni et noirci sur les bords. C'était en allemand, une langue que Sullivan ne maîtrisait que partiellement grâce aux quelques cours qu'il avait suivis à l'université avant que la guerre ne vienne interrompre ses études de littérature comparée, mais il pouvait en comprendre l'essentiel, les mots-clés sautant aux yeux avec une clarté terrible. Brandwaffen, armes incendiaires. Warnung, avertissement. Holzkonstruktionen vermeiden, éviter les structures en bois. Sullivan lut le document avec une attention croissante, ses yeux parcourant les lignes de texte qui décrivaient en détail les propriétés destructrices des nouvelles armes incendiaires américaines, les recommandations explicites d'éviter les fortifications en bois, les avertissements clairs sur la vulnérabilité catastrophique du bois face au napalm. Le rapport était daté de novembre 1944, près de 5 mois avant ce jour d'avril, où il se tenait dans les ruines de ce qui avait été une position défensive allemande. 5 mois pendant lesquels ces hommes avaient vécu dans ces bunkers en bois, sachant ou ayant accès à l'information que leurs abris étaient des pièges mortels en attente. Ils savaient, dit Sullivan doucement, sa voix à peine audible au-dessus du vent qui soufflait à travers les arbres morts. Ils savaient que les bunkers brûleraient, et ils sont restés quand même. Il répéta les mots comme s'il essayait de se convaincre lui-même de leur réalité, comme s'il cherchait à comprendre comment des hommes rationnels pouvaient faire un choix aussi manifestement suicidaire. « Pourquoi » demanda Reeves, son jeune visage marqué par la confusion et une incompréhension sincère. Pourquoi resteraient-ils s'ils savaient qu'ils allaient mourir comme ça? Pourquoi ne se sont-ils pas simplement rendus ou n'ont-ils pas refusé d'entrer dans ces bunkers? Sullivan plia soigneusement le rapport et le glissa dans la poche intérieure de sa veste de combat, sentant le poids du document contre sa poitrine comme un rappel physique de ce qu'il venait de découvrir. Il regarda longuement Reeves, ce garçon qui avait encore tant à apprendre sur la nature de la guerre et sur ce qu'elle faisait aux hommes, sur les choix impossibles qu'elle forçait les gens à faire entre l'obéissance et la survie, entre le devoir et l'instinct de préservation. « Parce qu'ils avaient des ordres », répondit Sullivan après un long silence pensif.
exactement comme nous. Ils avaient des ordres de tenir cette position, de défendre cette forêt, de ne pas reculer d'un pouce même si cela signifiait la mort. Et dans l'armée, n'importe quelle armée, les ordres sont absolus. Vous les suivez, ou vous êtes fusillé pour désertion, ou lâcheté. Ce n'est pas vraiment un choix quand les deux options mènent à la mort. Il marqua une pause, regardant autour de lui la forêt dévastée, les arbres noircis qui se dressaient comme des sentinelles mortes, gardant un royaume de cendres. La même chose nous est arrivée. On nous envoie dans des endroits où nous savons que certains d'entre nous vont mourir. On nous donne des missions qui sont pratiquement suicidaires. Mais nous y allons quand même parce que ce sont nos ordres, parce que c'est notre devoir, parce que c'est ce qu'on attend de nous en tant que soldats. Il se promena lentement à travers les ruines du complexe de bunkers, ses yeux balayant méthodiquement le paysage de Punk, destruction qui s'étendait dans toutes les directions aussi loin qu'il pouvait voir. Les arbres noircis se dressaient comme des monuments funéraires naturels, leurs troncs calcinés portant les cicatrices permanentes du feu qui les avait consumés. Les restes squelettiques des fortifications allemandes émergeaient des cendres comme les os d'une créature préhistorique morte depuis longtemps. Des poutres carbonisées pointant vers le ciel en angles impossibles, des murs effondrés formant des motifs chaotiques dans les décombres. Le silence qui recouvrait tout était si profond, si absolu, qu'il semblait presque tangible, comme un linceul invisible enveloppant chaque arbre mort, chaque bunker détruit, chaque corps carbonisé. C'était le silence de l'absence totale de vie, le silence d'un endroit où même les oiseaux et les insectes ne s'aventuraient plus, comme si la nature elle-même avait décidé d'abandonner cet endroit maudit par la folie humaine. La guerre ne se soucie pas de ce que tu sais, dit Sullivan, avec une sagesse amère, gagnée au prix de trop de camarades perdus, trop de décisions impossibles prises, trop de témoignages de l'horreur que les êtres humains sont capables de s'infliger mutuellement. Elle se soucie seulement de ce que tu fais. Ces hommes allemands savaient probablement qu'ils allaient mourir ici. Ils savaient que leurs bunkers en bois étaient des pièges mortels. Mais ils sont restés quand même parce que c'était leur devoir, parce que leurs officiers le leur avaient ordonné, parce que c'est ce que font les soldats. Nous faisons la même chose. Nous savons que certaines missions sont suicidaires, mais nous les accomplissons quand même. C'est la nature de la guerre, la nature du devoir militaire. Il ramassa un morceau de métal tordu qui avait autrefois été parti d'un casque allemand, le tournant dans ses mains, sentant sa surface rugueuse et déformée, imaginant l'homme qu'il avait porté, se demandant s'il avait eu une famille, des enfants, des rêves et des espoirs qui s'étaient tous terminés dans ce bunker brûlé. Les autres soldats de la section se rassemblèrent lentement autour de Sullivan, formant un cercle silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées sur ce qu'ils avaient découvert dans cette forêt morte. Certains fumaient des cigarettes avec des mains tremblantes, cherchant du réconfort dans le rituel familier. D'autres fixaient simplement le sol, incapables de regarder plus longtemps les horreurs qui les entouraient. Un sergent nommé O'Brien, un Irlandais de Boston avec une femme et 3 enfants qui l'attendaient à la maison, s'approcha de Sullivan et lui murmura « Lieutenant, on devrait peu être documenté ceci. Pour les rapports, pour que les gens sachent ce qui s'est passé ici. » Sullivan hocha la tête lentement, comprenant la sagesse de cette suggestion, même s'il aurait préféré oublier ce qu'il avait vu ce jour-là. « Oui, dit-il finalement, prenez des photos, notez tout. Parce qu'un jour, quand cette guerre sera terminée et que nous rentrerons chez nous, les gens nous demanderont ce que nous avons vu, ce que nous avons fait, et nous devrons être capables de leur dire la vérité, aussi horrible qu'elle soit. » Il regarda une dernière fois le bunker effondré, les corps tordus à l'intérieur, le rapport allemand froissé dans sa poche, et se demanda combien d'autres endroits comme celui-ci existaient, combien d'autres hommes étaient morts exactement de cette manière, piégés dans des structures qui étaient censées les protéger, mais qui étaient devenues leurs tombeaux enflammés. La forêt de Hurtgen garderait ses secrets pour toujours, mais lui, James Sullivan, porterait ce témoignage avec lui pour le reste de sa vie, un fardeau silencieux mais permanent de ce qu'il avait vu dans ce lieu maudit en avril 1945. 1965. Düsseldorf, Allemagne. Otto Schneider tenait dans un musée, fixant une vitrine d'exposition avec une intensité qui rendait ses yeux douloureux, comme s'il essayait de voir à travers le verre, à travers le temps lui-même,
jusqu'à ce jour terrible de décembre 1944 où sa vie avait changé à jamais. À l'intérieur de la vitrine reposait une bombette M69, rouillée maintenant, inoffensive après toutes ces années, montée sur une plaque de bois poli à côté de photographies en noir et blanc, montrant des forêts brûlées et des villes détruites, des images qui documentaient froidement et cliniquement l'horreur que cette petite chose hexagonale avait causée. La pancarte explicative, rédigée en allemand et en anglais pour les visiteurs internationaux, indiquait d'une manière factuelle et détachée « Bombette incendiaire américaine M69 », utilisée massivement dans les campagnes de bombardement stratégique 1944 à 1945. Responsable de la destruction généralisée de structures en bois. Otto toucha le verre de la vitrine avec un seul doigt, lentement, presque tendrement, comme s'il caressait le visage d'un fantôme qui le hantait depuis 20 ans. Il avait 61 ans maintenant, un professeur retraité qui avait passé les 2 dernières décennies à enseigner l'histoire et la littérature à des générations d'enfants allemands dans une petite école de banlieue. Ses élèves savaient qu'il avait participé à la guerre, ils voyaient parfois les cicatrices sur ses mains quand il écrivait au tableau, ils remarquaient comment il sursautait parfois au bruit soudain d'une porte qui claquait, mais il ne parlait jamais de ses expériences, ne répondait jamais à leurs questions curieuses sur ce qu'il avait vécu pendant ces années terribles. Que pourrait-il leur dire, après tout? Comment pourrait-il expliquer à des enfants innocents, nés dans un monde de paix et de prospérité, ce que c'était, que d'avoir regardé des hommes brûlés vivants dans des bunkers construits en bois, leurs cris perçant la nuit glaciale de la forêt de Hürtgen? Comment pourrait-il leur faire comprendre que les ingénieurs avaient promis la sécurité avec une assurance confiante, que les officiers avaient exigé l'obéissance absolue avec des menaces de cour martiale et d'exécution, et que le résultat final de toutes ces promesses et de tous ces ordres avait été le feu, un feu si intense et si impitoyable qu'il transformait les êtres humains en cendres en quelques minutes atroces? Comment pourrait-il admettre qu'il entendait encore les cris parfois, tard dans la nuit quand il ne pouvait pas dormir, quand le silence de sa maison confortable devenait trop lourd, et que les souvenirs remontaient à la surface comme des corps flottant dans un lac sombre? Un jeune couple s'approcha de la vitrine, se tenant main dans la main, leurs vêtements élégants et leurs visages insouciants, trahissant une génération qui n'avait jamais connu la guerre, qui avait grandi dans l'Allemagne prospère du miracle économique. Ils lurent la pancarte avec une curiosité détachée, le genre d'intérêt poli qu'on accorde aux artefacts historiques qui semblent appartenir à un passé lointain et presque mythique. Pourquoi construirait-il des bunkers en bois? Demanda la jeune femme à son compagnon, sa voix teintée d'une incrédulité amusée, comme si l'idée même était absurde et incompréhensible. Son compagnon haussa les épaules avec désinvolture, offrant une explication simpliste. Désespoir peut être, ou stupidité, probablement les deux. Ils rirent doucement ensemble, un rire innocent et sans malice, puis passèrent à l'exposition suivante, ayant déjà oublié ce qu'ils venaient de voir. Otto voulait les corriger, sentait l'impulsion urgente de se retourner et de leur expliquer que ce n'était pas de la stupidité, pas du tout. C'était de la foi, une foi, terrible et mal placée, mais néanmoins sincère. Foi en des leaders qui mentaient avec des sourires convaincants et des discours enflammés, en des systèmes qui échouaient à protéger ceux qu'ils étaient censés servir, en des promesses qui se transformaient en cendres aussi sûrement que les bunkers en bois s'étaient transformés en bûchers funéraires. C'était la foi d'hommes ordinaires qui voulaient croire que leurs supérieurs savaient ce qu'ils faisaient, que les ordres avaient un sens, que leurs sacrifices auraient une signification. Mais Otto ne dit rien, gardant ses pensées pour lui-même, comme il l'avait fait pendant 20 ans. Il se contenta de marcher lentement vers la sortie du musée, laissant le bâtiment derrière lui, portant le poids écrasant de la mémoire comme une seconde peau qu'il ne pourrait jamais enlever, un fardeau invisible mais permanent qu'il transporterait jusqu'à sa tombe. Dehors, le soleil brillait dans un ciel d'avril parfaitement bleu, sans nuages, sans menaces. La ville de Düsseldorf s'étendait autour de lui, complètement reconstruite après les destructions de la guerre, ses rues propres et ordonnées bordées de bâtiments neufs et modernes, ses parcs pleins d'enfants qui jouaient et riaient. La vie continuait, comme elle le fait toujours, indifférente aux tragédies du passé, tournée vers l'avenir avec un optimisme prudent mais réel. L'Allemagne avait survécu, s'était relevée de ses cendres,
était devenue une nation prospère et démocratique. Mais quelque part au fond de la forêt de Hurtgen, Otto le savait, les cicatrices noires demeuraient encore, témoins silencieux de la nuit où le feu était tombé du ciel comme un jugement divin, quand les forteresses de bois étaient devenues des bûchers funéraires pour des jeunes hommes qui avaient simplement suivi leurs ordres. Et Otto Schneider, survivant, professeur, témoin portant le fardeau de l'histoire vivante, comprenait maintenant la vérité la plus cruelle de toutes, une vérité qu'il avait mis 20 ans à pleinement saisir. L'ennemi n'avait pas eu besoin de les vaincre par la force supérieure ou le courage extraordinaire. Ils avaient simplement eu besoin de les laisser construire leur propre tombe avec du bois et de la foi aveugle, puis d'apporter les allumettes sous forme de bombettes M69 tombant du ciel nocturne. C'était une leçon qu'Otto espérait que l'humanité n'oublierait jamais, même s'il craignait profondément que les générations futures, comme ce jeune couple dans le musée, ne comprennent jamais vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.